Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Merci à toutes et à tous d'être avec nous dans la grande tribune de ce vendredi. On clôture la semaine par cette émission. Mesdames et messieurs, l'actualité, comme vous le savez, reste dominée par notamment ces nouvelles. Le président Tshisekedi Félix est arrivé dans la soirée d'hier jeudi 16 février à Addis Abeba où il doit prendre part ce vendredi 17 à la rencontre importante sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Des violents combats signalés hier 16 février entre les FARDC et l'M23 à Kichanga, dans le territoire de Massissi. Contrat chinois, rapport de l'IGF, la partie chinoise a déjà exploité des ressources minières d'une valeur de 10 milliards de dollars, alors que les infrastructures construites en contrepartie sont évaluées à 800 millions de dollars. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a reçu son homologue de la Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO. Rien à filtrer de cet échange. Redéploiement de la force régionale. Les évêques de la Cinco redoutent un plan de balkanisation. On va se limiter là. On va pas aller sur cette nouvelle de Martin Bacolé qui défrait la chronique. On va se limiter là. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Samalou Kondé, 2 ans jour pour jour qu'il a été nommé au gouvernement. On va faire une évaluation en attendant le remaniement qui est donc attendu. On va faire une évaluation, comme je l'ai dit, critique, force et proposition. Je reçois 3 personnalités politiques sur ce plateau. Madame Karine Pouekela, présidente de la Ligue des femmes du PDSC, c'est ça? PCSD. PCSD. Bonjour madame. Bonjour monsieur Dan. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui voudrais merci. Merci aux co-débatteurs et merci aux Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup, Madame Karine. À votre gauche, une autre dame, Madame Maître Magali Dossi. Bonjour, Maître. Merci beaucoup aussi de répondre à notre invitation. Merci, M. Zant. Merci pour cette invitation. Je salue mes co-débatteurs. Je salue également tous nos compatriotes qui auront l'occasion de nous suivre. Merci beaucoup, Maître. Professeur Eddy Eni, bonjour. Vous êtes cadre de Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Bonjour, prof. Merci. Bonjour, messieurs, dames, mais bonjour juste à ces grandes dames à qui juste nous allons pratiquement partager le plateau. Comprenez que le plateau est féminisé. Non, féminisé. Donc c'est un bon plateau. Quand je vois là juste même la beauté, l'éclat des plateaux aujourd'hui nous renvoie à cette beauté féminine. En tout cas, merci. Nous sommes bénis aujourd'hui. Alors, voilà, je disais, gouvernement Samalou Kondé, 2 ans déjà, critique, proposition et donc évaluation. Donc, les 2 ans, force, faiblesse et proposition. Alors, avant d'aborder notre sujet, les thématiques du jour, l'actualité, comme je l'ai dit tantôt, Madame Karine, je commence avec vous. Un sujet que vous souhaitez commenter, un sujet d'actualité que vous souhaiterez commenter, que vous avez suivi, que vous tient à cœur. Vous souhaitez commenter? Parmi les sujets que vous avez proposés, parmi ou bien un autre sujet, parce que nous savons que Kinshasa est en train de vibrer au rythme de démolition. Moi, j'aurais bien voulu parler de cette opération coup de poing. Je salue le courage du gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, parce que vous êtes sans oublier qu'il n'y a pas longtemps, nous avons déploré des morts
des centaines de morts dans la ville-province de Kinshasa. Et cela, la population s'est levée pour condamner l'État. Notre politique ou notre vision de l'union sacrée est celle de l'état de droit. Qui dit état de droit dit aussi la restauration de l'autorité de l'État. Si autrefois, les gens pouvaient construire comme ils voulaient, et aujourd'hui, je salue, voilà, le gouverneur qui s'élève pour dire que nous devons revenir dans... qu'il y ait 2 poids 2 mesures, certaines autorités ne sont pas touchées, c'est plutôt les petits peuples. C'est là maintenant que nous allons interpréter le gouverneur de la ville. Ça veut dire que la loi, elle est impersonnelle. Lorsque nous voulons l'appliquer, nous n'allons pas tenir compte d'une classe sociale pour dire que voilà, il y a un ministre, un général qui est là. Mais au moins, j'ai vu Madame Lukiana déplorer du fait que sa maison a été démolie. Vous n'allez pas me contredire pour dire que Madame Lukiana n'est pas n'importe qui. Si nous avons vu la maison de Madame Lukiana être démolie, ça veut dire les autres aussi, nous devons voir ces gens-là qui ont construit anarchiquement être démolis. Aujourd'hui, les gens se disent non, nous sommes pendant une année électorale. Pourquoi? Ben, il faut faire le sondage. Il faut demander à la population, poser la question de savoir qui sont ceux-là qui sont contents de cette mesure prise par le gouverneur de la ville et qui sont ceux-là qui sont mécontents. Et vous allez voir que ceux qui sont contents sont plus que ceux-là qui sont mécontents. Nous n'allons pas démérer dans l'anarchie, soit disant que c'est une année électorale. Mais que le gouverneur ne s'arrête pas seulement à démolir. C'est bien, il a démoli, maintenant il doit passer par le nettoyage. Sinon, ça ne donne pas une belle image de la ville-province. Quand je parle, on laisse. Donc, nous devons maintenant passer à l'étape suivante, qui est celle du nettoyage. Quand je parle de nettoyage, je vois aussi l'avenue Kassavubu. Monsieur Dan, je ne sais pas combien de temps vous êtes passé par cette avenue-là. Vraiment, c'est déplorable que monsieur le gouverneur de la ville ne se limite pas seulement à démolir, mais aussi à assainir le milieu. Merci beaucoup. Merci, madame. Maître Magali, aussi une question d'actualité qui vous tient à cœur, que vous souhaitez commenter également. Moi, j'aimerais par rapport à une vidéo qui était virale, je pense que c'était la semaine passée, nous avons vu de jeunes femmes être chassées de l'armée parce qu'elles étaient tombées enceintes. Et moi, et je le suis encore remplie d'un sentiment d'injustice parce que, vous savez, une femme ne peut pas tomber enceinte seule. Et donc, le seul fait d'avoir chassé ces femmes publiquement sans avoir mené des enquêtes, c'est vrai, je ne suis pas militaire, je ne peux pas... trop aller dans le sens de dire que les règles militaires sont de telle ou de telle manière, mais il faudrait que des enquêtes soient menées à l'interne pour savoir est-ce que ces filles qui sont tombées enceintes n'ont pas été contraintes, n'ont pas été peut-être violées, est-ce que c'était par des supérieurs. Il ne faudrait pas que ces filles soient doublement sanctionnées en étant chassés de l'armée et que leurs bourreaux, et donc les responsables de ces grossesses, eux ne soient jamais inquiétés. Donc j'aimerais aussi, bien que je sais que l'armée ne pourra pas publier les enquêtes, les résultats des enquêtes, que les responsables de l'armée de ce côté-là puissent au moins enquêter pour savoir qui sont les véritables auteurs de ces grossesses et dans quelles conditions ces filles sont tombées enceintes. Merci, Maître Porfiyeni. À vous la parole. Bon, en fait, moi, je viens de la Tchangou. En fait, si j'ai un cri, c'est pratiquement celui de manque d'infrastructures de base chez nous. Pas des voies routières. Jusqu'à la preuve du contraire, la commune de Kimbanteke, toutes les voies sont pratiquement délabrées. Prenez juste la route Kimbanteke-Cimetière, complètement délabrée. Mais il semblerait que le gouvernement provincial aurait débloqué 70 000 $ pour, je ne sais pas, pour des travaux de salubrité, tout ça. Pour juste, on se demande 70 000 $ pour une voie complètement délabrée. Donc, vous débloquez 70 000 $ pour l'assainissement. On s'est dit, en tout cas, à ces députés provinciaux de pouvoir rentrer vraiment des comptes à leur gouverneur ou juste à leur assemblée. Nous prenons encore la route Mokali. La route Mokali dans son tronçon allant du pont Mango à Kibunda, là où on a construit pratiquement les sous-stations, la sous-station pratiquement SNEL pour alimenter tout Tchang en énergie électrique et une partie des Moamba. Jusqu'à la preuve du contraire, la voie est complètement délabrée. D'ailleurs,
si cette sous-station-là continue à être gérée par la présidence de la République, parce que jusqu'à présent, la SNEL ne sait pas accéder facilement à son site et le chef de l'État n'a pas pu l'inaugurer par l'impraticabilité de la voie. Prenez encore la route Nzoko. Donc, Nzoko, là où vivait Bouma, là où vivait pratiquement l'ancien Premier ministre Gizenga, la voie est complètement délabrée. Donc, à Tchangou, chez nous, nous demandons au gouvernement, tant national que provincial, de pouvoir avoir un œil regardant et nous aider pratiquement à réhabiliter, à construire nos routes. Il y a encore la route Mantankumu. Il semblerait, tout a été déjà débloqué par le gouvernement provincial, mais jusqu'à la preuve du contraire, l'argent a été détourné par les tenanciers de la ville. Donc ça pose problème. Il y a aussi la grève des professeurs, vous êtes professeur. Il y a aussi surtout la grève des professeurs. J'ai lu le communiqué du RAPUCO, vous plaignez du non-respect des engagements pris par le gouvernement. Soudainement, comme ça, vous faites communiquer. Avant d'annoncer une grève, il y a quand même des préalables, des étapes qui aboutissent à la grève. Non, on n'a pas... Vous annoncez la grève pendant qu'il y a des défenses qui se font des... On n'a pas annoncé, on a repris la grève. On l'avait juste suspendu. Parce que le gouvernement congolais n'a pas pu honorer, respecter pratiquement ses engagements, surtout les accords de Bibois. Dans ces accords-là, il n'était pas question qu'il y ait augmentation. Nous avons juste demandé au gouvernement tout simplement de nous aider à reprendre notre pouvoir d'achat. Donc, une sorte de manque à gagner. Et il y a aussi l'opération achat véhicule que le gouvernement ne sait pas respecter. Pendant qu'il y a le boxeur Martin qui peut empocher 100 000 $ et partir comme ça, sous pratiquement la bénédiction du gouvernement. Il y a des gens qui empochent des 32 millions à la présidence de la République. Mais on ne sait même pas, lorsqu'on veut tuer un peuple, c'est d'abord son éducation. L'éducation est l'âme d'un peuple. Si aujourd'hui le Congo est ce qu'il est, c'est parce que son éducation pose problème. Donc voilà, dans un état où l'enseignant n'est même pas respecté, bon, en tout cas, il ne faut même pas parler des droits de l'homme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va donc lancer notre sujet du jour. Gouvernement Sama Lukonde, 2 ans déjà. Dans ces 2 ans, il y a eu des réformes qui ont été faites, notamment dans l'augmentation du budget, réduction du train de vie des institutions des 30%, augmentation notamment des salaires des fonctionnaires des militaires de 30 à 45%. Il y a autant de choses qui ont été faites, mais on va essayer donc d'étudier, d'analyser, voir ce que n'a pas marché et voir dans quelle mesure corriger. Je n'ai pas tout cité. Les secteurs sont aussi très nombreux, je ne vais pas tout lire, c'est vraiment beaucoup. Madame Pokela, Karine Pokela, je vous donne la parole. Commençons d'abord par ce qui a marché. Qu'est-ce qui, avec Sama est venu remplacer Ilunkamba, FCC Cash après. En venant, qu'est-ce qu'il a amélioré? Voilà. Merci beaucoup. Je dirais déjà que vous êtes journaliste d'investigation. Je vois déjà que vous avez des données dans votre carnet. Vous êtes sans oublier que M. Ilunkamba nous a laissé avec un budget de 7 milliards, si je ne me trompe pas, à peu près 7 milliards. Et Sama Lukonde est arrivé au gouvernement 2 ans déjà. Il a presque doublé le budget que nous avait laissé M. Ilunkamba. Vous êtes sans oublier que pendant que nous étions en coalition FCC Cash, la gratuité de l'enseignement, bien que consacrée dans la Constitution en son article 43, a souffert de manque, a souffert de l'applicabilité. Comme le FCC était en connivence avec le prélat catholique, vous savez qu'ils étaient le premier à combattre la gratuité de l'enseignement. Voilà que M. Sam... Déjà avant Sam, si justement, mais la gratuité a souffert au début parce qu'on avait comme Premier ministre M. Ilunkamba. Il a fallu l'arrivée de Sama Lukonde comme chef du gouvernement et il a su parler avec le prélat, les convaincre, leur montrer le bienfait de la gratuité. Oui. Aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, la gratuité, elle est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Passons à un autre point.
celui des réformes. Lorsque nous parlons des réformes, les gens pensent que c'est peut-être un immeuble qui s'appelle réforme. Les réformes sont des changements. Voilà que M. Sama Lukonde est venu au gouvernement. Avec le budget qui a galopé, nous sommes arrivés quand même à octroyer à notre armée aujourd'hui un budget de plus de 1 milliard de dollars, chose que M. Mouzito était en train de demander. Ici, j'attends que le profier nous dise bravo Sama Lukonde, voilà l'exploit que tu as atteint, parce que c'était même la demande de M. Mouzito, même si en son temps, il n'a pas pu réaliser cela. Et lorsqu'il est en dehors des institutions, voilà qu'il nous a donné un conseil qui, du reste, M. Sama a pu atteindre. Aujourd'hui, notre armée, bien que cela n'est pas encore l'idéal, mais quand même, nous avons quitté d'un budget, je crois, de 600 millions, nous laissé par M. Ilou Kamba pour l'armée. Nous sommes à plus d'1 milliard de dollars. Voilà les points forts, si je peux le dire ainsi, du gouvernement Sama Lukonde. En 2 ans seulement. En 2 ans seulement, il y a eu des avancées très significatives. Mais je pense que cela ne suffit pas encore. Il faut améliorer. Il faut améliorer encore. Ok, merci beaucoup, M. Dan. Maître Dossi, votre point de vue? Déjà qu'il faut, je suis une femme, je ne peux pas commencer par parler des prouesses du gouvernement Sama sans pour autant commencer par le respect de l'article 14 qui a commencé avec la configuration de ce gouvernement qui a à son sein, pour une première dans l'histoire de la RDC, 27% des femmes. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens des efforts qui sont consentis par le gouvernement Sama de respecter la Constitution. L'article 14 qui reprend la parité. Madame Karine vient de le dire, nous avons vu le projet de la loi de programmation qui emmène aujourd'hui à 1 milliard de dollars, c'est vrai que c'est pas, nous n'avons pas encore atteint peut-être les objectifs, mais c'est par rapport au budget. Ce sont les aspects positifs. Ce sont les aspects positifs. Nous avons pu atteindre 1 milliard. Nous avons vu l'effort de guerre qui est passé des 100 millions à 400 millions. Nous avons la prise en charge de nouvelles unités. Nous avons vu comment, au niveau du ministère de la fonction publique, il y a eu l'identification des agents de l'État, parce que nous le savons, à l'époque, il y avait plusieurs agents fictifs. Il y avait même des agents qui sont morts, d'autres avaient mis leurs frères pour se faire passer pour des agents actifs, juste pour pouvoir détourner. Ça c'est bien, mais nous sommes sur un territoire de 100 millions d'habitants. Mais nous sommes en train de saluer les efforts, parce que les efforts, c'est un processus. C'est-à-dire que quand on compare le nombre total des habitants et ce qui est fait, vous avez l'impression que c'est pratiquement une goutte d'eau dans un océan. Non, mais il faut toujours commencer par quelque chose. On ne peut pas commencer par 100 sans commencer par 1. On y va étape par étape. Et là, nous saluons les efforts qui sont en train d'être consentis par le gouvernement Sama. Nous voyons sur le plan de la diplomatie. Nous avons connu des diplomates que nous trouvons à l'époque en train de déambuler dans les bureaux des ministères, en train de chercher à pouvoir être payés, avec des arriérés de plusieurs années, pas de plusieurs mois, mais de plusieurs années. Mais aujourd'hui, sous le leadership de Sama Lukonde, il y a des arriérés, des salaires des personnels diplomatiques. Est un bon Premier ministre? Je le pense, oui. Je pense que c'est un bon Premier ministre. Nous pouvons dire que c'est un bon Premier ministre par rapport aux résultats de sa gouvernance. Et les résultats de sa gouvernance sont positifs. C'est ce qu'on est en train d'essayer de détailler ici. Il y a certes des faiblesses. On ne peut pas dire que c'est à 100% parce que c'est un humain. Quand on met sous la balance, les aspects positifs sont beaucoup plus... Oui, bien évidemment, les aspects positifs sont supérieurs aux aspects négatifs. Bien que les aspects négatifs existent. C'est comme ça qu'on va atterrir par donner certains conseils, certaines orientations. Comme je disais, nous avons pu apurer certains arriérés de loyers. Vous savez que la RDC, pendant plusieurs années, on a même eu à perdre certaines ambassades. Il y a certaines ambassades qui croulaient sous les dettes de loyers, mais ces loyers ont pu être, les arriérés de loyers ont pu être apurés. Donc c'est quelque chose de positif. Nous avons la gratuité de la maternité aujourd'hui. Nous avons connu plusieurs femmes décédées parce qu'elles n'avaient pas les moyens. C'est quelque chose de positif. Combien de mortalité nous avons déploré des femmes
en allant accoucher, parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'aller dans les centres, elles ont accouché à la maison dans des conditions déplorables et elles ont perdu la vie. Donc c'est des choses que nous ne pouvons que encourager. Ça entre dans la balance des aspects positifs de la gestion du gouvernement Sama. Merci beaucoup, Madame Professeur Yeni. Les aspects positifs du gouvernement Sama, bien que vous êtes de l'opposition. Oui, il y en a. Je crois bien avec la présidentialisation de la vie politique au Congo, avoir un régime bicéphale où il y a un premier ministre et un président, l'un chef du gouvernement, l'autre chef de l'État, c'est d'abord onéré. Ça nous demande encore trop de dépenses, mais je crois bien que Sama a été trop souple. Il a si joué réellement sa carte. Il a laissé le président, le chef de l'État, faire juste la politique, et lui est resté pratiquement dans la gestion de son gouvernement. Hein? C'est très important. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, depuis l'accession de ces pays à l'indépendance, s'il y a des crises qui ont toujours émaillé un peu la vie politique congolaise, c'est pratiquement crise entre le Premier ministre et son chef de l'État. On a connu les crises Lumumba, Kassavubu, le vieux du Katanga ici, Moïse Tshombe. On a connu encore la crise Mobutu, Tshisekedi. Récemment, qui est le vieux Ilunkamba, Tshisekedi. Donc Samba joue quand même sa carte, il est effacé à sa place. Conseiller, je lui dirais, il faut rester effacé, laisser pratiquement le chef de l'État faire sa politique. Là, c'est très positif pour éviter un peu éviter un peu, je dirais, éviter les désordres au sommet de l'État. Parce que très souvent, c'est là en train des crises. Bon, en termes aussi, comme force de mobilisation pratiquement des recettes. Mes co-débatteurs ont très bien souligné en disant que l'autre nous a laissé à 6 milliards 500 millions. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement, en termes de mobilisation, on est à 11 milliards, mais avec un budget de 16 milliards, parce que le budget n'est qu'un tableau prévisionnel de dépenses et de recettes. En réalité, moi, je vois ce que nous mobilisons. L'année passée, nous avons pratiquement atteint 11 milliards. C'est énorme. C'est énorme par rapport à nos capacités de mobilisation, bien que c'est pratiquement insignifiant, mais c'est vraiment encourageant. C'est encourageant, donc ça m'a sur le plan de finances publiques, il a quand même réussi la mobilisation. Sama Lukonde, je crois bien la loi de programmation militaire, c'est positif pour le gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que la gratuité de l'enseignement, c'est aussi un des aspects positifs? La gratuité, ça m'a venu trouver la gratuité. Mais avec Sama, madame a dit qu'on sent un peu que la gratuité respire un peu mieux qu'avant lui. Cette problématique de la gratuité, je ne peux pas pratiquement juste en parler. Mais je dirais aujourd'hui, ça a favorisé pratiquement l'augmentation du nombre d'élèves dans nos écoles. Oui. Non seulement ça, il faut aussi tenir compte de la question démographique que connaît la RDC. Parce que certains, quand ils parlent de l'augmentation du nombre d'élèves, ils oublient aussi la dimension démographique qui entraîne cette augmentation. Okay. Mais c'est un élément quand même positif. D'accord. Donc merci beaucoup, professeur Yeni. Madame Karine Poukiela, je vous donne encore une fois la parole. Quand vous voyez le Premier ministre Sama Lukonde, vous essayez de comparer sa gestion, lui, ses prédécesseurs, notamment Ilunkamba, Matata, Tshibala, Sami Badibanga, Muzito. Est-ce qu'il est au-dessus de la mêlée? Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu rencontrer le prof Yeni. Excusez-moi, professeur. Lorsque le prof ne veut pas admettre que la gratuité de l'enseignement, il a bien commencé, il a salué la gratuité et il dit, il a mal chuté en disant que le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves dans les écoles aujourd'hui, c'est la conséquence de la démographie. J'ai dit un élément. Donc la gratuité, mais également la démographie.
je suis bien d'accord avec vous sur ces points-là de un élément. Je vais vraiment qu'on reste sur cet élément-là qui est la démographie. Est-ce que le prof peut nous donner quel était le pourcentage de la population en 2018 en termes de démographie? Ça veut dire que la population, le pourcentage a augmenté. C'est ce qui a fait qu'il y ait beaucoup d'élèves à l'école. Il peut nous dire quel est le pourcentage, quelle est l'augmentation, les degrés de pourcentage de la population en 2018 jusqu'en 2019 ou 20, lorsque la gratuité de l'enseignement a été mise en œuvre et comparée par rapport aux élèves qui sont venus à la gratuité pour nous dire, voilà, c'est parce qu'en 2000, par exemple, en 2018, nous avions une population moyenne qui pouvait aller à l'école sans enfants, par exemple, en âge de scolarité, sans enfants. Et à l'école, on n'avait que 20 enfants. Aujourd'hui, puisque nous sommes à 200 enfants, voilà, maintenant, nous pouvons arriver à 40 enfants. Là, c'est logique. À 100, nous avons 200. Mais si aujourd'hui, en 2018, on avait une population en âge de scolarité de 100% par exemple, ou de 10 enfants en âge de scolarité, et il n'y avait que 10 qui allaient à l'école, aujourd'hui, nous avons une population en âge de scolarité de 150 enfants, et nous avons 60 qui vont à l'école. Ce n'est pas seulement l'aspect démographique qui joue, c'est l'aspect gratuité de l'enseignement. Parce que j'ai ma soeur qui a étudié en Banzangungu. Avant-hier, j'ai discuté avec elle. Elle m'a donné le nom de l'école. J'ai oublié, je vais lui demander. Elle me dit, Karine, il y a 2 ans, 3 ans passés, 5 ans même, cette école de Banzangungu, l'école primaire de Banzangungu, j'ai oublié le nom, je vais lui poser la question, pouvait commencer avec 300 élèves pour payer 45 000 francs toute l'année comme frais de scolarité. Et cette école pouvait terminer qu'avec 50 élèves. Ça veut dire, sur les 300 élèves, il n'y a que les parents des 50 élèves qui étaient capables d'aller payer 45 000 pour payer 45 000. Et aujourd'hui, à ce jour, cette école, avant la gratuité, elle était même fermée. Parce que les professeurs ne pouvaient pas aller pour 50 élèves et ils seront payés comment chaque mois. Lorsque la gratuité est venue aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous savez que nous avons chez nous 48 diocèses. Et aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, le gouvernement est en train de subventionner. Mais on va pas nier quand même que cette gratuité est venue avec son lot d'aspects négatifs, la baisse de la qualité de l'enseignement sur les enfants. Je vais arriver. Le surpeuplement des classes. Je vais arriver. Apparemment, ça n'a pas été vraiment préparé comme certains disent. Parce que... Non, monsieur Don. Est-ce que vous pourrez laisser votre propre enfant aller dans une école publique, madame? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans les conditions... Parce que nous avons même les écoles conventionnelles catholiques. Sont subventionnées. Là, je suis en train de vous parler des écoles conventionnelles catholiques quand je parle des 48 diocèses. Et chaque diocèse est subventionné à la hauteur de 1 milliard de dollars l'année. Échelonné à 300 000. 1 milliard. Mais 1 million plutôt. 1 million, c'est un lapsus. C'est 1 million de dollars par an. Échelonné à 3 mensualités, ça veut dire 300 000 et 400 000. Aujourd'hui, avec la gratuité et cette subvention de l'État, la prise en charge des enseignants par l'État et des frais de fonctionnement, nous avons la réussite. Quand vous parlez de la qualité de l'enseignement, les conditions de vie, les conditions d'études. La qualité, moi je pense que si vous parlez de la qualité, on n'a pas changé de professeur. Le même prof qui donnait cours à deux élèves est capable de donner cours à 5 élèves. Mais seulement, nous déplorons du fait que les élèves sont en train d'étudier dans des conditions qui ne sont pas encore acceptables. Ça, il faut le dire. Mais l'État ne s'est pas limité à faire la gratuité seulement, à mettre en œuvre la gratuité. L'État est en train de construire. À ce jour, l'État a déjà construit combien d'écoles? J'ai un tableau que je peux même donner au prof Yedi. À ce jour, l'État a déjà construit 781 écoles. Ce n'est pas encore assez. Ça veut dire, on dit toujours, oui, on dit toujours, à travers la RDC, j'ai pas dit, quand je dis l'État, ce n'est pas toujours seulement à Kinshasa.
J'ai dit l'État a construit, je n'ai pas précisé que c'est dans la ville-province de Kinshasa. Vous allez vérifier, vous pouvez aller au ministère des EPST, vous allez vérifier, vous aurez des éléments quant à ce. Pour dire que, M. Yann, on n'a pas changé de professeur, seulement on a voulu que tous les enfants aient droit à l'éducation. Le prof nous a parlé ici de l'éducation. On doit prendre d'autres aspects aussi, je ne vous coupe pas. Merci beaucoup, je laisse quand même la parole. Madame Dossi, Madame Magali Dossi, votre point de vue sur cette question. Je posais la question de savoir si nous essayons de faire une analyse comparative entre les anciens premiers ministres. Vous n'avez pas... je vais revenir sur ça. Est-ce que Sama est le meilleur élève, comme on dit, le plus intelligent de la classe, si on le compare à ses prédécesseurs? Vous savez, je n'aimerais pas trop parler de Sama sans parler du président. Parce que les autres premiers ministres ont été des premiers ministres sous Kabila. Et Kabila avait sa vision, qui est différente de la vision du président Tshisekedi. Et au fait, Sama Lukonde est en train de mettre en pratique la vision du chef de l'État. Et quand nous comparons, nous avons par exemple vu la diplomatie sous Kabila et la diplomatie sous Tshisekedi. Il n'y a pas de comparaison à faire. Sous Kabila, nous étions en train de pleurnicher, de dénoncer, de faire plusieurs démarches pour pouvoir, pour qu'il y ait levé par exemple du régime de la notification préalable qu'on n'a pas pu avoir, mais sous Tshisekedi et sous Sama Lukonde, cette diplomatie, c'est une diplomatie agissante parce qu'elle porte des fruits. Aujourd'hui, la voix de la RDC, qui était longtemps ignorée par ces grandes puissances, aujourd'hui, la voix de la RDC est entendue et en train de produire des fruits. Du point de vue diplomatique, cette opinion, ce tollé social par rapport à l'adhésion à l'EAC, certains pensent que c'était une erreur. Je pense qu'on a suivi dernièrement le point de presse du ministre de la Communication et du VPM des Affaires étrangères. Ils ont clairement dit qu'il y avait une évaluation qui était en train d'être faite. Nous avons vu la réunion des chefs d'état-major qui était juste aussi pour pouvoir encore amplifier les actions de cette force régionale, parce que la mission de la force régionale n'est pas une mission juste d'accompagnement, mais c'est une mission offensive. Ça a été précisé lors de cette réunion. Et donc c'est normal parce que la population ne voit pas les retombées. C'est ainsi que la population, il y a ces tollés au sein de la population, mais il y a un cahier de charge et il y a une procédure à suivre, et c'est cette procédure qui est en train d'être suivie. Le gouvernement a dit clairement que si il s'avérait que la force régionale n'apportait pas les solutions aux problèmes comme nous l'avons souhaité, nous allons mettre fin à cet accord. Mais pour l'heure, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Il y a eu un autre délai qui a été donné, une autre sommation, si je peux le dire comme ça, qui a été donnée au M23, qui entre en vigueur, je pense, à partir du 28 de ce mois, jusqu'au 30 mars. S'il ne se retire pas, les hostilités vont s'intensifier encore. Et donc, moi, je pense que jusque-là, nous ne pouvons pas trop vouloir à ce que cette force régionale parte, d'autant plus que nous devons attendre cette dernière ligne droite et voir si effectivement l'armée régionale pourra vraiment aider notre armée, parce qu'elle vient en soutien à notre armée. Donc nous croyons plus sur notre armée, parce que la présence de l'armée régionale n'affaiblit pas les actions de notre armée. Notre armée notre armée est en train de continuer de livrer des combats, et la présence de la force régionale ne les affaiblit pas, ne les empêche pas de pouvoir livrer les combats et de pouvoir récupérer certains territoires comme nous le voyons. Alors, Madame Magali Dossi, je vais comparer deux faits. Oui. Nous sommes dans la société. Quand le Premier ministre, comment il s'appelle? Sama, sous le Premier ministre Sama, sous le Premier ministre Tshibala, les prix des pains, sous quel Premier ministre les prix des pains sont élevés? C'est sous Sama ou bien c'est sous
votre comparaison est d'abord erronée parce que le prix de pain n'est pas resté le même à travers le monde. Il y a des augmentations dues au choc financier que nous vivons à travers le monde. Et donc, si vous faites cette comparaison, alors que tous les prix, en commençant par le prix du carburant, ont augmenté, le prix du carburant qui a un impact pratiquement sur tous les denrées alimentaires, les prix ont augmenté pas seulement au Congo, pas seulement en RDC, mais à travers le monde. Donc, si vous faites cette comparaison, votre comparaison est vraiment erronée. Elle est mal faite. La comparaison, elle est mal faite. Alors, si je comprends bien, ce que le Premier ministre est en train d'appliquer, c'est justement la politique du chef de l'État qui en pleine application. Et s'il y a des conséquences, c'est lui qui est porteur de ce chapeau. Si le bilan n'est pas positif, ce n'est pas le Premier ministre qui portera ça, c'est plutôt le chef de l'État. Et bien sûr, c'est le chef d'État qui est comptable de la gestion et du bilan. Et donc, vous partagez le point de vue des katumbistes qui disent ce bilan, ça ne les concerne pas, c'est plutôt le bilan du président. Vous savez, le point de vue de katumbiste, moi je le trouve un peu lâche. Je le trouve lâche, pourquoi? Parce qu'ils ont co-géré sous le gouvernement Sama. Et donc, le bilan du gouvernement Sama, à l'intérieur de ce bilan, il y a aussi la part des ministres de l'ensemble pour la République. Mais c'est la vision du président. Mais c'est la vision du président. Mais quand ils sont venus adhérer à l'Union sacrée, ils connaissaient la vision du président. Ils sont venus adhérer parce qu'ils ont cru à la vision du président. Sinon, s'ils n'ont pas cru à la vision du président et qu'ils sont quand même venus adhérer, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais nous connaissons souvent les pratiques, malheureusement, de M. Katumbi. Et nous savons, hein, je pense que ce n'est pas ni le lieu, ni le moment d'en parler encore. Mais si eux, ils ne veulent pas admettre que ce bilan, qui est d'ailleurs positif, qui n'est pas négatif, ils ne veulent pas dire que voilà, ils partagent ce bilan, c'est leur point de vue, mais la population sait qu'ils ont co-géré et que ce bilan, ils font aussi partie de ceux qui ont contribué au bilan, à ce succès aussi. Et parce que dans le bilan, il n'y a pas seulement de points forts, il y a aussi des points faibles. Donc ils ont contribué tout autant aux points forts qu'aux points faibles. Merci beaucoup, maître professeur Dieni. La même question, on va aussi inclure Mozito dedans, jusqu'à Sama. Sama, c'est le meilleur Premier ministre. Je pense... Bon, en fait, parce que le budget, quand même, ça faisait plus de... C'est la première fois qu'on atteint une prévision de 16 milliards. Bien évidemment, mais ce budget juste n'a pas entraîné des conséquences positives dans l'amélioration pratiquement des conditions de vie des Congolais. Parce que sur le plan social, je dirais, c'est vraiment un échec lamentable. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus chère. Est-ce que Sama, c'est le meilleur élève? Le meilleur élève, je dirais non. C'est qui le meilleur élève? Non. Mozito. Sur le plan financier, en tout cas, le meilleur élève demeure encore Mozito. Là, en tout cas, personne ne... D'ailleurs, j'ai aimé le chef de l'État Tshisekedi, lorsqu'il a rappelé à son gouvernement de faire un effort de reproduire la période Mozito. Parce que sur cette période-là, nous avons quand même vécu cette amélioration des conditions sociales et économiques des Congolais, avec l'augmentation, des augmentations juste salariales dans tous les secteurs de la vie. En quelle année, professeur? Moi qui vous parle, nous avons eu ce que nous avons aujourd'hui comme salaire sous Mozito. Parce que les professeurs d'université avant Mozito ne touchaient pas, ne touchaient même pas $1000. C'est sous Mozito que le professeur a atteint $1100. C'est sous Mozito. C'est sous Mozito que le médecin a les salaires qu'il a aujourd'hui. C'est sous Mozito que le magistrat, on sait qu'ils ont aujourd'hui. C'est sous Mozito que, d'ailleurs, l'augmentation même des salaires des enseignants a commencé. Donc, sous Mozito, c'est sous Mozito. Et c'est sous Mozito on a connu pratiquement cette augmentation par 4 du budget de l'État. Parce que Mozito a trouvé le pays avec un budget de 850 millions de dollars. Et Mozito est parti en laissant le pays avec un budget de 3,5 milliards. Donc c'est sous Mozito. Okay. Nous avons juste connu cette multiplication par 4 du budget de l'État. C'est sous Mozito que nous avons eu pratiquement, je dirais même à éradiquer certains phénomènes à l'est du pays. Donc, je dirais jusqu'à la preuve du contraire, Mozito demeure encore le meilleur élève que la RDC moderne ait connu. Hein?
Voilà. Donc, le meilleur Premier ministre que... Le meilleur Premier ministre dans tous les salons, c'est reconnu. Dans tous les salons. Tous les salons. Donc, j'ai dit tantôt ici que Sama, sur le plan de la mobilisation, a réussi à doubler pratiquement le budget. Là, c'est pratiquement... C'est très positif. Je dis c'est très positif, mais c'est que Sama n'a pas pu concilier l'augmentation de la mobilisation des finances avec l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Parce que même quand vous allez sur le marché, la vie devient de plus en plus chère. D'ailleurs, ils n'arrivent même pas à maîtriser les dollars américains. Sous Muzito, nous avons connu pendant 4 ans les dollars à 90 dollars, à 90 000 francs congolais. Ça, c'est bien, ça, c'est dans les faits. Pendant 4 ans. Mais quelles sont les réformes que Muzito a initiées, dont nous connaissons aujourd'hui les retombées positives? Le réforme. Oui. Je crois bien que c'est sous Muzito que nous avons eu les réformes des entreprises publiques, que l'on a pratiquement transformées en sociétés commerciales et autres. Et établissements, juste. C'est sous Muzito. C'est sous Muzito. Mais aujourd'hui, les entreprises publiques sont toutes à terre. Oui, par terre. Pratiquement. Cela est dit à la mauvaise gestion de mandataires publics. En réalité, à l'ère actuelle, le Congo n'a le plus parlé de mandataires publics. De mandataires publics. Parce que on n'est pas vraiment des bons managers, raison pour laquelle on n'a pas pu trouver des actionnaires pour essayer un peu je dirais, d'alimenter nos entreprises. Mais Muzito demeure encore le meilleur. Bon, s'il faut parler du gouvernement Sama. Le gouvernement Sama est caractérisé juste par les détournements. Les détournements, c'est pratiquement les maîtres mots de ce gouvernement, parce qu'on a connu pas mal de procès. C'est plus qu'avant. Plus qu'avant. Là, c'est plus qu'avant. Pas mal de procès. C'est un gouvernement caractérisé aujourd'hui juste la question de l'Est du pays. Le gouvernement Sama n'arrive pas à la maîtriser. Vous savez, juste, madame a parlé de la diplomatie. On ne peut pas faire la diplomatie parce que la diplomatie est fonction pratiquement de la politique étrangère d'un pays. Or, on ne peut pas parler de la politique étrangère lorsqu'on n'a pas un carnet d'adresse. Lorsqu'on n'a pas, on ne parle pas juste de la politique étrangère. On ne peut pas... C'est votre point de vue. Allez. Oui, c'est mon point de vue. Je pense, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, vous avez juste... on a adhéré à l'EAC. À l'EAC, juste quand vous prenez vous prenez pratiquement son article 4 et l'article 200, je crois bien, l'article 115 de l'EAC, on comprend directement que ce gouvernement nous a trahis. Ce gouvernement nous a trahis, nous a pratiquement trahis. Et quand parlons maintenant de l'éducation, là où nous prenons le CI et le PST. Merci. Les CI. Aujourd'hui, les professeurs d'université dans la rue, et vit dans des conditions minables, médiocres. Les cantons dans lesquels ils vivaient peut-être sous d'autres gouvernements aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Pour dire que c'est le plan social, donc, sur 10, je dirais, ce gouvernement a pratiquement 2,5. D'accord. Madame Karine Pokela, Sama Lukonde, le meilleur, le plus brillant de son auditoire, le plus brillant de sa salle de classe en tant que Premier ministre. Bien sûr que oui, même le chef de l'État l'a reconnu. Le chef de l'État, sur son mandat, il n'a pas eu comme Premier ministre que M. Sama Lukonde. Il y a eu Ilunga Kamba. Lorsque le président se met et dit que le meilleur de Premier ministre qu'il a connu, c'est-à-dire en tant que président et en tant que citoyen congolais, pour lui reste Sama Lukonde. Et cela n'échappe à personne. Il a parlé de Muzito. Il a parlé de Muzito tout à l'heure. Il a dit que Muzito a fait des augmentations des salaires des enseignements. Je pense que Muzito a géré ou a été Premier ministre pendant les 18 ans de Mobutu. Il y a une période de Kabila plutôt. Kabila. Il y a une période où Muzito a été Premier ministre. Sur mon tableau, je suis vraiment étonnée que le prof nous dise ça, peut-être parce que lui, il est prof d'université. Mais j'ai un tableau de l'EPST ici. On me montre que, au départ de M. Kabila, je crois, y compris pendant que Muzito a géré comme Premier ministre,
Un enseignant de l'école primaire touchait 155 000 francs congolais, 130 000 francs congolais. Ça, c'est autour de 2012, 155 000, ça pouvait valoir en dollars. Moins de 100 $. Non, plus de 100 $. Non, le taux était, je pense, plus de 100 $. À 160. À 16, ouais. À 160, c'était moins de 100 $. Aujourd'hui, à ce jour, cet enseignant qui touchait, je vais répondre aussi à votre question que vous avez posée à Maître Dossi en disant que le pain à l'heure des Muzito et le pain à l'heure des Samalokonde. Aujourd'hui, cet enseignant qui touchait 155 000, il est à 351,400 quelques mille francs congolais. Ça veut dire, c'est plus de 100 $. Si je vais aller dans ce sens-là, c'est presque 200 quelques dollars. 300. Non. C'est plus de 100 $. C'est moins de 200 $. C'est moins de 200 $. C'est 180, 170 $. 170, 165 $. Maintenant, vous me posez la question de savoir le prix du pain sous Muzito ou sous, je ne sais pas quel autre Premier ministre, et sous Samalokonde. Oui. On fait quoi? On calcule le pouvoir d'achat, pas selon que le prix a augmenté. Pendant Muzito, quelqu'un qui touchait moins de 100 $, pouvait-il acheter un pain qui coûtait 100 francs congolais, alors que celui qui touche presque le double de ce qu'il touchait peut aujourd'hui acheter un pain à 500 francs. Non, pas à 500 francs. Ça vous montez. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que le pain, avant Samalokonde, est allé 5 fois plus que le pain avant. Aujourd'hui, ce pain-là est allé légèrement. C'est un peu le double. Non, ce n'est pas le double. Aujourd'hui, un pain qui coûtait 100 francs peut te coûter 100,20 francs. Ça veut dire que celui qui a le double de son salaire peut évidemment s'acheter ce pain-là, bien qu'il a été majoré. Et vous n'allez pas oublier que notre économie, c'est une économie extravertie. Ça veut dire nous dépendons de l'extérieur. Écoutez. Voilà l'épreuve de certains diront même de l'échec, parce que vous n'avez pas su. Pourquoi vous n'avez pas su changer ce paradigme-là de rendre l'économie, comment dire, introvertie, la production intérieure. Monsieur Dan, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas comme par une baguette magique que nous allons arriver à changer. Est à la fin déjà, les 5 ans sont nous aurons encore un autre mandat, je vous assure. Donc, ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui, c'est un processus. Peut-être que nous avons déjà commencé et nous allons arriver à cela. Aujourd'hui, quand on nous parle de Muzito, qui est plus que Samalokonde, parce qu'il a mobilisé, il peut nous dire, il a parlé des détournements. Moi, je vais te dire, c'est parmi aussi les points forts du régime Samalokonde. Aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui, nous sommes à la maison, savoir que quelqu'un a détourné qu'on peut poursuivre et cela décourage certaines personnes à faire cela. Sous Muzito, qui est ce politicien qui a été poursuivi pour détournement? Or, j'aurais appris par le ministère de Finances que Matata aurait détourné 1 milliard. Est-ce que Toyeba Kiango? Il a fallu que Samalokonde vienne avec son gouvernement appliquant la politique du chef de l'État pour que le Congolais arrive à comprendre qu'avant Tshisekedi, il y a aussi des détourneurs qui n'ont jamais été inquiétés. Et on n'a même pas découragé certains qui ont continué à détourner. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement Samalokonde, qui applique la politique du président de la République, nous pouvons quand même doiter de ceux-là qui sont en train de détourner et décourager certaines personnes à le faire. C'est un gouvernement qui est caractérisé essentiellement par le détournement. C'est votre point de vue, madame? Vous savez, on ne dira pas seulement que c'est ce gouvernement qui est caractérisé par les détournements. Les détournements, il y en a. D'autres qui sont supposés, d'autres qui sont peut-être avérés. Mais même dans les gouvernements la marge de manœuvre est un peu plus grande qu'avant. Aujourd'hui, nous avons la relance et les encouragements permanents de l'IGF. Cet IGF qui avait été mis dans les placards sous Muzito. C'est grâce à l'IGF qu'aujourd'hui, il y a certains détournements qui sont empêchés. Aujourd'hui, l'IGF est pratiquement permanent dans certaines entreprises, ce qui des fois même alourdit l'administration. Mais c'est pour éviter qu'il y ait des détournements. Détournements, certes, il y en a.
Mais c'est souvent arrêté grâce aux actions de l'IGF. Et ensuite, nous allons dire que ça, c'est aussi parmi les points faibles. Le président l'a dit aussi, la justice. C'est souvent la justice qui ne suit pas. Lorsque l'IGF fait un rapport et lorsqu'il est temps pour la justice de pouvoir juger les supposés détourneurs, nous voyons souvent ce qui se passe au niveau de la justice. C'est une faiblesse. Elle est encore instrumentalisée. La justice n'est pas instrumentalisée, mais malheureusement, au sein de cette justice, il y a des magistrats cupides. Il y a des magistrats qui ne comprennent pas encore que nous sommes sous l'état de droit. Voilà pourquoi le chef de l'État a procédé au recrutement de 5000 nouveaux magistrats pour mettre un peu du sang neuf, pour essayer de changer ces choses. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont là, des magistrats qui sont là, qui ont ce genre de pratiques depuis des années. Et donc c'est difficile pour certains de ces magistrats de laisser ces mauvaises habitudes qui tuent au fait l'État, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et pour pouvoir y remédier, c'est ainsi que le président a procédé au recrutement de 5000 magistrats. Mais j'aimerais un peu rencontrer le professeur qui a dit qu'on parle de la politique étrangère lorsqu'on a un carnet d'adresses. J'aimerais ici qu'il nous prouve que le président ou même la RDC n'a pas de carnet d'adresses. J'aimerais qu'il nous prouve clairement, parce que si nous avons pu faire entendre la voix de la RDC, c'est parce que nous avons des carnets d'adresses. Les carnets d'adresses, c'est quelque chose qui se fait. Depuis l'avènement du chef de l'État, nous avons vu les voyages du chef de l'État. Beaucoup condamnent ces voyages, mais ce sont des voyages qui ont produit aujourd'hui ce que nous vivons. Même le régime, la levée de ce régime de notification préalable, c'est aussi les résultats de cette diplomatie qui a emmené le chef de l'État à parcourir plusieurs pays, à consolider nos relations avec d'autres pays. Et dire que le président n'a pas de carnet d'adresse, je suis sûre qu'il le tire de la vidéo de l'ancien conseiller du chef de l'État, où le chef de l'État, où il disait que le chef de l'État a approché le président Kagame en lui disant voilà qu'il avait besoin de son carnet d'adresse. Mais là, c'était dans un domaine particulier qui s'agissait sur le plan de vie économique. Parce que nous savons qu'il y a des pays qui ont de bonnes relations avec d'autres pays par rapport à d'autres pays. Nous avons vu les relations, par exemple, le Rwanda a des très bonnes relations avec les Qatar. C'est comme ça que même le Qatar a proposé de pouvoir faire une médiation entre la RDC et le Rwanda. Parce que le Rwanda a des bonnes relations économiques. Si nous étions en bonnes relations, la RDC aurait pu en profiter. Le Rwanda aussi aurait pu profiter de nos bonnes relations que nous avons, par exemple, avec la Belgique ou avec d'autres pays. Donc, quand on parle de win-win, c'est sur le plan économique et non pas parce que notre président ou notre pays n'a pas des carnets d'adresses. Vous avez ici parlé du fait que notre économie est extravertie. Mais comme Madame l'a dit, c'est un processus. Nous avons eu des gens qui ont géré ce pays pendant plus de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un faux fuyant. Non, ce n'est pas un faux fuyant, c'est une réalité. Malheureusement, certaines personnes, lorsqu'on leur dit des choses qui sont vraies, on ne voit pas des réformes qui sont engagées pour que cette chose puisse changer. Qu'est-ce qui a été fait pour que l'économie congolaise puisse quitter cela? Nous dépendons toujours des matières premières. Et quand ça bascule au niveau international, nous sommes frappés de plein fouet à l'intérieur. Monsieur Dan, il faut... Qu'est-ce qui a été fait? Voilà pourquoi il faut qu'on suive souvent les interventions du chef de l'État. Le chef de l'État met un accent quand il parle de la revanche du sol contre le sous-sol. Nous sommes en train... Monsieur professeur Yeni, vous allez me laisser avancer. Nous sommes en train... Vous savez, tout se passe selon un chronogramme et selon dans un processus. Ok, une minute. Et ce processus, nous y sommes. Nous avons vu aujourd'hui, grâce au service national, nous avons pu avoir de la semoule de maïs. Madame, c'est quelque chose qui est... Si nous comparons les prix de la semoule de maïs d'il y a une année, est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on va comprendre l'impact de ce service national? Et combien de Congolais ont accès à ce service national déjà aujourd'hui? Monsieur Dan, je pense que vous ne me suivez pas. Je parle d'un processus. Déjà, le prix de maïs a augmenté parce que déjà, on est en train de dire que notre économie est extravertie. La plupart de ces semoules, les matières premières sont importées. Mais nous avons vu lorsque le service national a eu à produire la semoule, c'était à un prix défiant toute concurrence. Mais certes, cette semoule ou la quantité produite ne pouvait pas alimenter toute la République. Mais des efforts sont en train d'être consentis
pour pouvoir emmener la RDC à pouvoir vraiment palper du doigt la revanche du sol contre le sous-sol. Et dans les jours à venir, nous allons voir la concrétisation de cette promesse ou de cet idéal que le chef de l'État est en train de prôner. Merci beaucoup. Professeur Edieni, il y a une rupture avec le gouvernement. Sama est venu faire cette rupture avec ses antivaleurs du passé. On sent quand même que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Non, on sent qu'aujourd'hui, les choses sont en fait, la situation s'empire. Hein? La situation est vraiment chaotique avec ce gouvernement Sama. Madame parle de l'idéal. On est dans les concrets. Hein? S'il faut inverser la tendance, parce que vous dites que notre économie est extravertie, mais jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de réformes citoyennes capables de nous aider à booster la production interne. Hein? On est encore dans ces paradoxes congolais où les Congolais sont assis sur des mines d'or, mines de cuivre, cobalt, mais qui vivent dans des conditions misérables. Cette revanche n'aura pas lieu parce que, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de politique publique concis, élaborée par ces gouvernements pour pouvoir nous amener, pour pouvoir juste réussir cette inversion. Hein? C'est vraiment, je pense que c'est rêver debout. Heureusement que madame a parlé de l'idéal. Hein? C'est dans l'idéal encore. Donc je pense que, jusqu'à la preuve du contraire, ces gouvernements... Mais vous admettez quand même que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, que c'est un processus. Un processus, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Nous avons 800 millions de terres agricoles, arables en RDC. Mais juste notre production apparente à celle du Sahel. Notre production. Hein? Apparente à celle du Sahel. Donc sur le plan agricole, je ne pense pas. Parce que le gouvernement n'a aucune vision. J'ai dit aucune vision. Parce que vous avez condamné celui qui a transformé Bukangalonzo en une université. Vous l'avez condamné. Mais qu'avez-vous fait? Hein? Aujourd'hui, juste, bon, je ne sais pas, allons dans le ministère de l'Agriculture, censé être le ministère pilote dans un gouvernement à vocation pratiquement agricole, parce que l'agriculture peut nous aider à créer au moins 70% d'emplois. Hein? Donc, peut pratiquement résorber 70% de notre chômage. Mais on ne sait pas booster pratiquement notre agriculture. Là, je vois l'élevage, pêche et autres. Hein? On nous a parlé de bateaux de pêche, c'était encore une manière de rêver debout. On nous a parlé de la pêche en Namibie pendant que nous avons nos eaux ici, où les poissons meurent de vieillesse, tellement qu'il n'y a pas d'alternative. On a connu une alternance sans alternative. C'est là, juste l'agir. Juste une question. Est-ce que vous ne voyez pas que l'immensité du Congo par rapport à son budget, c'est là où ça pose problème? Non, en tout cas, les budgets quand on voit 2 345 000 km², 100 millions d'habitants, 16 milliards, est-ce que la marche... Non, soulignons que les budgets dont nous faisons allusion, c'est les budgets du gouvernement central. Ce n'est pas les budgets de l'État congolais. Là, mais il y a une partie qui est réservée aux actions, c'est une partie du budget de l'État congolais. Mais ce budget est vraiment, je dirais, comparativement à l'immensité territoriale, hein, et à la grandeur de la RDC, ces budgets ne représentent pratiquement rien. Mais c'est un petit départ. On peut déjà sentir, bon, si le budget ne représente rien, mais ce budget est très mal géré. Très mal géré. Expliquez-vous. Très mal géré parce qu'on est pratiquement dans un budget qui alimente tout simplement la vie institutionnelle et des institutions partagistes politiques. Ce sont des institutions politiques qui consomment, je dirais, 70% de ce que nous produisons. Avec des dépassements, on vous dit, nous avons arrêté tel montant dans l'élaboration du budget, mais l'institution présidente de la République a consommé plus que prévu, a atteint même 700%, la primature 400%, donc on est pratiquement habitué à des dépassements juste dans des institutions à caractère politique. Donc on a pratiquement un budget de voyage, comme il a dit là, le chef de l'État, ces voyages improductifs nous ont aidé à obtenir la levée pratiquement de l'autorisation. Oui. Bon, je crois bien, mais ces voyages se sont révélés pratiquement improductifs et continuent jusqu'à présent à sillonner le monde.
Mais sans aucun résultat, parce que dans l'assiette du Congolais, il n'y a aucune amélioration. Dans l'assiette du Congolais, moi qui vous parle, nous sommes en grève. En grève pourquoi? Parce que nous avons complètement perdu notre pouvoir d'achat. D'accord. Les magistrats, pareil, le médecin, vous diront pratiquement la même chose. Merci beaucoup. Si vous allez même chez les fonctionnaires, ils vous diront, hier, en parlant de l'enseignant qui touche aujourd'hui 380 000 dollars, 380 000 francs congolais, comme l'a dit madame. Merci. Mais aujourd'hui, cet enseignant-là, quel beaucoup. est son pouvoir d'achat? Peut-être sous le gouvernement passé. Merci beaucoup, professeur. Les 380 000 permettaient à l'enseignant pas de nouer les débuts du mois, mais de faire ne fût-ce que 15 jours. Mais aujourd'hui, avec 380 000 francs. D'accord. Et un dollar à 235 000 francs. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame Karine, le gouvernement Sama sera bientôt remanié, le chef de l'État l'a annoncé. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Ou quelles sont les têtes qui doivent tomber? Avant que je ne réponde, je vais encore rencontrer le professeur. Lorsque le professeur nous parle des réformes, je l'ai dit ici, il ne faut pas, vous êtes professeur, il faut savoir expliquer. Ce n'est pas pour nous que vous parlez. Moi encore pour M. Dan, vous parlez pour les milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre. Lorsque vous parlez de réforme, il faut parler en des termes simples que les Congolais arrivent à comprendre. C'est quoi des réformes? Ce sont des changements. Aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde a compris qu'avec la guerre qu'il y a en Ukraine, nous n'avons pas de réserve de blé. Nous ne produisons pas. Ici, chez nous, nous ne cultivons pas le blé. On a, voilà, avec l'intelligence congolaise plutôt, nous pouvons fabriquer le pain à partir de la farine de manioc. Voilà une réforme. Quand le prof nous parle des réformes, c'est quoi les réformes? Il nous a dit ici que les poissons sont en train de mourir de vieillesse. Il n'y a pas plus longtemps que hier ou avant-hier, on a signé des contrats avec des sociétés qui vont fabriquer des bateaux de pêche. Pour qu'on en arrive d'abord là, il fallait d'abord des ports appropriés. On ne pouvait pas aller pêcher dans des mers des grandes quantités de poissons et venir jeter ça comme ça. Et voilà, ce sont là des réformes. Les réformes, ce sont des changements. Ne nous mettons pas à crier réforme comme si ils allaient immeuble, moi comme immeuble intelligent qu'on nous a laissé sur Royal, que les Congolais, quand ils vont passer, ils vont dire, voilà une réforme. Les réformes, ce sont des changements. Et nous sommes en train d'y aller petit à petit. C'est quoi votre question? J'ai même oublié tellement que j'étais dans les réformes. Il a fallu faire comprendre aux Congolais que des réformes, ce n'est autre que des changements. Aujourd'hui, on peut manger un pain fabriqué à la farine de manioc. C'est une réforme. Oui, monsieur Dan, je suis à vous. C'est aussi moins cher. Alors, quelles sont les têtes qui doivent tomber? Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce gouvernement Les têtes qui doivent tomber, moi, je ne vais pas quand même pointer de doigt. Qu'est-ce qui doit changer? Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. D'ailleurs, on était en train de parler de bilan qui devait être partagé. Aujourd'hui, les gens ont imploré du fait que le transacadémien, c'était une politique du ministre partant, même s'ils ne veulent pas partager le bilan avec nous. Le ministre Cherubin Okende. Voilà, on lui a demandé si, moi je suppose, durant le conseil de ministres, on a posé ce problème de transport des étudiants. Il a fallu que les ministres sectoriels qui étaient Cherubin Okende puissent d'abord commencer par voir si je commande ces bus-là, où est-ce que je vais le mettre? Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons vu tous les bus arriver. On n'avait pas où mettre ces bus. On les a entassés au Palais du Peuple. Voilà un bilan qui doit être partagé. Nous avons le projet des 145 territoires. Il y a le ministre du Plan qui est censé étudier un projet, planifier tout ça. Aujourd'hui, par exemple, la province de Maniema est en train de souffrir parce qu'on n'a pas encore commencé, le projet n'a pas encore commencé. Nous pouvons voir ailleurs, au Kasaï oriental, Kasaï central, et je crois dans le Bandung autre, le projet a déjà démarré. Mais le Maniema, c'est une province enclavée. Le ministre de Plan en son temps, au lieu d'abord de voir des planifications, qu'on commence d'abord par construire les routes pour acheminer les matériels qui doivent aller construire les bâtiments administratifs, les écoles, tout ça. Voilà un ministre qui ne sait même pas planifier. Moi, je pense que le président de la République ainsi que son premier ministre sont bien mieux placés pour voir
quels sont les ministres ou dans quel secteur leur politique n'a pas été bien comprise ou bien appliquée et faire tomber ces têtes-là. Voilà, moi je ne sais pas pointer du doigt, mais il appartient au président de la République et au Premier ministre de faire le bilan interne, ça veut dire évaluer chaque ministre sectoriel. Pour moi, si M. Chéribin Okende et M. Christian Mwando étaient au pouvoir, voilà les deux ministres que j'allais pointer. Merci, M. Dan. Merci beaucoup. Madame Magali Dossi, qu'est-ce qu'il faudra changer dans ce gouvernement? Avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler ici que l'État n'est pas un entrepreneur, parce que ici on a beaucoup parlé de notre économie qui était extravertie, et l'État crée de conditions, crée un cadre afin que les investisseurs et les entrepreneurs puissent investir et être accompagnés par l'État. Et donc aussi pour pouvoir arrêter avec cette extraversion de notre économie, il faudrait que les entrepreneurs puissent aussi investir dans des secteurs clés tels que l'agriculture. Ce n'est pas uniquement à l'État congolais de pouvoir, par exemple, investir dans le domaine de la pêche ou dans le domaine de l'agriculture. Il faudrait aussi qu'on fasse comprendre ça à la population et que même le professeur puisse comprendre. Donc, le chef de l'État a une vision qu'il est en train de matérialiser, mais les entrepreneurs aussi doivent saisir les opportunités qu'offre la vision du chef de l'État. Et donc, ici, il avait parlé de mandataires qui, selon la vision de son président, était que dans un avenir très proche, que les mandataires ne puissent plus exister. Donc, qu'il y ait, parce qu'on a un problème de manager, c'est ce qu'il a dit. Et donc, si on a déjà ce problème managérial, il faudrait aussi que les entreprises privées puissent investir et gérer certains secteurs, notamment les secteurs, nous le voyons ailleurs dans d'autres pays. Ce n'est pas l'État qui investit dans le domaine, par exemple, que ce soit dans le domaine de pêche ou dans le domaine agricole. C'est souvent les entreprises privées qui investissent dans ce domaine-là et qui aident aussi à pouvoir diversifier l'économie d'un pays. Et donc, pour revenir à votre question. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra modifier? Qu'est-ce qu'il faudra changer dans le gouvernement? Dans le gouvernement, comme j'ai dit, un bilan comporte des côtés positifs et des côtés négatifs. Il y a certaines failles. Quand on parle des détournements, souvent on assiste au détournement des soldes de militaires et des fois même au détournement des paiements des enseignants. Ce n'est pas seulement l'apanage de ce gouvernement, parce que c'est des choses qui ont existé, mais nous voulons que ces genres de choses ne se répètent pas. Il faudra que dans le gouvernement qui vient... J'aimerais demander une chose. Est-ce que déjà la transparence, vulgariser la transparence dans les salaires des ministres, les salaires mandataires publics, les salaires des ministres, on ne connaît pas. Mais le ministre Nicolas, dernièrement, il a publié les salaires. Les salaires des ministres. Il a publié les salaires du président et de certains acteurs politiques. Ce qu'il a publié, plus c'était sur... Ça a créé encore plusieurs polémiques, parce que le problème avec surtout nos amis de l'opposition, lorsque le ministre qui est en charge... Que ces tabous-là soient plutôt levés, genre... qu'on se connaisse les salaires de tout le monde. Oui, mais compléter Maître Magali, moi je dirais même les salaires de tout le monde, de tout agent public, c'est dans la loi des finances. Donc si vous voulez connaître le salaire du président ou d'un ministre, allez consulter la loi. Le mal du Congolais, c'est que nous ne lisons pas. On ne lit pas. Donc, en fait, comme dit Madame Karine, les Congolais veulent qu'on leur facilite la tâche en publiant les salaires de tous les acteurs politiques. Mais comme Madame Karine l'a dit, il y a un texte qui reprend tous les salaires, et même sur le débat des émoluments des députés. Tout peut être, l'opinion peut être fixée en lisant la loi de finances publiques. Donc c'est ça. Donc pour revenir... non, madame, tout est connu, mais sauf sur les invisibles, hein, parce que en parlant de salaire, comme les primes des agents de l'État aussi ne sont pas connus. Les invisibles sont des primes. Les invisibles sont des primes. Même les agents de l'État, leurs primes ne sont pas fixes ni connues. Un député puisse toucher 21 000 $, le chef de l'État sortant puisse toucher 680 000 $, le président en exercice touche pratiquement 2 60 000 $. Les invisibles sont des primes qui ne sont pas connues et qui ne sont pas fixes. Ils peuvent changer. C'est pas normal, madame.
normal, c'est pas normal. S'il vous plaît, mon dans ce monsieur, pays. c'est mon temps de Même parole. vos primes ne sont pas communes. Non, parce que je pense que Prof, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis vous allez réagir. Vous avez votre temps de parole. Il ne faut pas grignoter sur mon temps de parole. S'il vous plaît, vous allez prendre sur son temps de parole et me l'accorder. Parce qu'il est en train de parler. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les émoluments des députés doivent être diminués. Pourquoi on va diminuer? Il faudrait, bien au contraire, travailler pour que les autres catégories puissent vivre aussi des augmentations. Pourquoi nous voulons toujours niveler le Congolais vers le bas? Si nous avons la possibilité de travailler, de faire des efforts, pour essayer de, le président l'a dit, pour essayer de combattre les inégalités sociales, en faisant en sorte que ceux qui touchent moins, que ce soit les fonctionnaires, les agents, donc vous voulez que les députés puissent voir leurs émoluments réduits, comme ça que les agents de l'État, que leur salaire ne puisse pas être augmenté. Si nous voulons une augmentation de l'autre côté, c'est pour pouvoir aussi combattre les inégalités sociales. La répartition du budget, notamment la part consacrée à l'investissement. C'est ça où il y a les déséquilibres. La grande part, la partie importante, c'est dans les fonctionnements des institutions politiques. Mais vous l'avez dit ici en introduction. Aujourd'hui, en lisant ce budget, nous avons vu la réduction de 30% des trains de vie des institutions. Ce qui était déploré. Nous aussi, nous sommes des Congolais. Nous avons vu aussi l'importance de pouvoir réduire le train de vie des institutions. C'est une première, de pouvoir réduire déjà à 30%. Ce n'est pas seulement sous le régime Tshisekedi que nous voyons que les institutions sont budgétivores. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'on est... Professeur Edieni, qu'est-ce qu'il faudra changer dans ce gouvernement? Non, je pense que juste vous venez de suivre là, madame qui tient mordicus à l'augmentation, encore une fois de plus, des émoluments des députés. Non. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faudrait plutôt lutter pour que les autres catégories puissent subir des augmentations. Elle milite pour que Kabila puisse toucher plus de 680 000 $. Je n'ai pas parlé de Kabila. Je n'ai pas parlé de Kabila. Le président en exercice qui touche pratiquement, parce que dans le salaire de Kabila représente le 30% de son salaire, puisse toucher plus de 2 millions. C'est ça pratiquement les combats de madame ici en face. Quelle est la réforme qu'un député Non, monsieur Tal, il ne faut pas laisser la population dans l'ignorance. Voilà, est-ce que vous, député des Nouvelles Élan, vous avez proposé une loi pour réduire les émoluments de Joseph Kabila? Mais proposez. S'il vous plaît. Dites à vos députés de proposer. Je vais terminer avec vous. S'il vous plaît. On sait que juste le régime aujourd'hui, c'est un régime de prédateurs entre guillemets, et un régime qui produit les sous-développements, et un régime qui ne sait pas s'investir dans les développements des différents secteurs, parce que tout est consommé par les institutions politiques. Aujourd'hui, juste, le monde, partout au monde, il y a des capitaux en quête pratiquement des possibilités ou des opportunités d'investissement. Mais pourquoi ils ne viennent pas ici au Congo? Ils ne viennent pas parce que le régime produit de l'insécurité à l'est du pays. Les climats n'étant pas partout le meilleur, on ne sait pas attirer les capitaux pratiquement juste les étrangers. Sur ces nous demandons à ces régimes, en fait, l'opportunité est là. Nous allons juste bientôt organiser parfois des élections. Il est temps que ces régimes puissent dégager. Parce que nous ayons un régime qui va réellement produire de l'alternative. Et non juste cette alternance qui n'apporte aucun changement, qui nous amène encore, qui fait encore les nivellements par le bas. Parce que hier, les Congolais vivaient pas dignement, mais aujourd'hui, sa dignité est encore réduite par l'amenuisement de ses conditions de vie. Aujourd'hui, vous transformez en disant quels sont les ministres HAC du gouvernement. Je ne sais pas si citer des noms, mais je pense qu'aujourd'hui, le ministre des Sports et Loisirs nous a démontré pratiquement toutes ses limites. Il nous a fait comprendre qu'on peut donner 100 000 $ sans passer par des transactions juste bancaires à un athlète dont le combat n'est même pas prévu, sans pour autant vérifier en amont. Il donne aujourd'hui l'INAFOOT par terre. Il y a tous nos championnats qui ne fonctionnent plus. Et on a de pareils secteurs. Il y a encore les secteurs de l'enseignement secondaire et primaire et professionnel, où les enseignants sont retraités sans respect Merci beaucoup. de procédures. Voilà pourquoi je dirais,
il y a vraiment, s'il y a chasser, c'est un gouvernement qui produit merci beaucoup, le sous-développement. Donc s'il faut chasser, il faut vraiment se débarrasser de tous ces gouvernements. Pourquoi ne pas même parler du régime? Ce régime qui devient un mal pour les Congos. Ce régime qui devient pratiquement un obstacle pour notre éclosion. Ce régime qui devient aujourd'hui un problème qui veut balkaniser, qui contribue à la balkanisation même de notre partie orientale. S'il vous plaît. Mais oui, mais lorsque vous nous amenez dans l'EAC, lorsqu'on va vous traduire en justice, mais vous nous avez amené dans l'EAC, bien pour faire quoi? Vous affirmez que le régime de balkanisé. Mais vous nous avez amené dans l'EAC, bien pour faire quoi? Bien évidemment. S'il vous plaît. Merci. Pour balkaniser. Bien évidemment. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Prof. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs. On s'arrête. S'il vous plaît. L'émission. S'il vous plaît. L'émission est finie déjà. L'émission est déjà finie. Merci à vous aussi. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.